Et bonjour YouTube, petit Watch and Learn un peu particulier, mais je sais que vous aviez bien aimé quand j'avais déjà fait ça une dernière fois, c'était sur une game de Jean 10. Là on est sur une game où c'est pas vraiment le concept Watch and Learn, étant donné que c'est une game que j'ai déjà joué en stream, mais je vais recommenter par-dessus parce que je trouvais que c'était une bonne game qui démontre pourquoi un pouvoir comme celui de Igne, le nouveau héros qui... Sur le long terme, on peut se dire, ouais, mais c'est vite un peu bof, etc. Pourquoi est-ce que c'est quand même, mine de rien, un pouvoir assez intéressant et comment l'utiliser à son avantage? Et je trouvais que la partie était intéressante aussi pour démontrer quand une partie se passe bien, comment snowball et vraiment réussir à faire en sorte de pousser un maximum vos chances vers un top 1. Et du coup, on va se lancer dans cette petite game de in, du coup, je vais pouvoir pareil passer les moments pas forcément intéressants. Donc là, on commence avec un token, le pirate. On pense bien faire le pouvoir dessus parce qu'on va pas le poser sur le board tout de suite, ce qui est pas bien grave. L'intérêt, c'est un pouvoir avec lequel vous êtes même pas obligé de faire un rush vite taverne 3, ce qui est important dans la méta actuelle, et on va le voir en avançant un peu. Ce qui est important dans la méta actuelle, c'est d'être rapidement taverne 4. Alors quand je dis rapidement, faut pas être taverne 4 tour 4, faut être rapidement, mais aussi en bonne santé, avec du tempo. Faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est important d'être vite taverne 4, mais idéalement, voilà, être taverne 4 avec un bon tempo. Et donc très souvent, dans le jeu, la méta, c'est de Up Tavern 4 sur les 8 gold. Normalement, le Up Tavern 4, de manière plus classique, dans la curve qui se met bien, on a tendance à plutôt Up Tavern 4 sur les 9 gold. Et en réalité, on loupe du coup tout un tour où on peut toucher beaucoup de cartes extrêmement intéressantes. Donc les héros qui peuvent être forts comme ça en début de partie, tout comme ça peut être le cas pour Igne ici, ont un grand intérêt à ce niveau-là, c'est de réussir à être taverne 4 et être bien. Déjà, vous en profitez pour votre pouvoir parce qu'il est plus fort quand vous êtes taverne 4. Et puis tous les pouvoirs que vous avez joués avant, là typiquement la 4-3 qu'on a sur le board, c'est une bonne aide. Et là, j'aurais pu me dire que je fais deux achats. Hein, c'est une des forces du pirate par rapport à l'ancien, c'est que c'est plus flex, vous n'êtes pas obligé de level up avec. Mais j'ai vraiment cette volonté de me dire non, c'est un héros. Disons que je pars du principe que oui, sur ce tour-ci, ça va être plus fort de faire mes achats. Mais à moyen terme, directement passer taverne 3 va un peu plus me renforcer. Donc là, comme on a pu le voir, j'ai perdu mon combat et c'est entièrement logique face à quelqu'un qui lui est resté taverne 2. Après voilà, je prends 5 points de dégâts. Les points de vie en début de game, ça sert à ça. Ça sert à pouvoir se prendre un petit 5 points de dégâts, c'est pas grave. Ce qui est plus pénible, c'est quand vous vous prenez un 15 points de dégâts à partir du tour 6-7. Ça, c'est réellement pénible. Donc là, je vais réfléchir à mes options à nouveau, hein, tempo. On voit que, a priori, les dragons, c'est le mieux. Il y avait le maracas qui peut être bien, mais comme je le précise au moment où je joue ma partie, mon idée, c'est pas de prendre maracas sur mon board en me disant ah maracas, si jamais j'arrive à trouver le grand bleu, ça synergise bien. Non, je l'ai pas pour le moment. Mon intérêt, c'est pas déjà de trouver un plan de jeu. Mon intérêt, c'est d'être le plus fort possible pour ensuite pouvoir faire des level up et aller trouver un plan de jeu qui va être très solide et plus fiable que juste Maracas, je sais, ça peut synergiser avec des cartes. Alors oui, c'est bien, ça peut synergiser, mais ça va me coûter des points de vie. De prendre Maracas plutôt que le dragon 3-3 qui donne +2/+2 à ce tour à une créature qui est du coup 6-9 au lieu d'être 4-7, grâce à l'aide de mon pouvoir héroïque, ça va me sauver des points de vie, va faire que je vais être plus solide plus rapidement, et donc pouvoir faire des level up et trouver un vrai plan de jeu et pas juste les maracas. Bon, là, en l'occurrence, on prend quand même pas mal de dégâts parce que il est resté taverne 2 et il a trouvé que des râles d'agonie sur son Enzod. Donc, c'est le genre de situation où c'est délicat de toute façon de pouvoir aller le battre. Après, on limite la casse. On prend que. C'est quoi 4 dégâts ici? Franchement, ça va. Face à un adversaire qui était aussi solide, j'estime que ne prendre que 4 dégâts, ça me va très bien. Là, on voit le rôle. Je me dis contrebandier, ça peut être intéressant, notamment parce que là, ce tour, mon pouvoir me donne de l'attaque. Et surtout, si je roll, il faut partir du principe qu'il me faut deux bons serviteurs en un seul roll. Donc, je prends ma garantie, je me dis, je prends contrebandier ici. J'aurai peut-être mieux après. Et là, on a le même dilemme au final qu'avec Maracas. C'est, on voit qu'il y a une paire, et on pourrait être tenté de se dire, ah bah c'est une paire sur une créature qui est pas si nulle que ça. Je pourrais la prendre, mais à côté, il y a un serviteur de taverne 3, et pas des moindres, puisque c'est un serviteur très solide. Ça fait partie des très bons serviteurs pour améliorer votre board.
Et pareil, je vais me dire, mais non, j'ai pas envie de jouer pour une paire. Si j'ai envie d'un taverne 5, bah potentiellement je serais juste assez fort pour up moi-même taverne 5. Mais j'ai pas envie de trop m'affaiblir, je veux vraiment jouer, quitte à ce que mon board, en effet, il n'y ait pas de paire, je veux vraiment jouer tempo, 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 dans l'objectif de me dire que le prochain tour, on est déjà tour 6 sur les 8 gold, j'ai envie de level up taverne 4. J'ai envie d'être fort, j'ai envie d'aller level up taverne 4. Et donc on le voit, grâce à ce choix très tempo, je défonce mon adversaire. Et du coup, le fait de défoncer mon adversaire va me permettre de me dire que bon, je suis a priori, si j'arrive à avoir un tour à minima décent, assez fort pour affronter également celui d'après. Je suis au-dessus de 30 points de vie, j'ai un board que je considère pas horrible, il y a une bonne carte dans le shop en plus, parce que comme je compte level up, c'est un plus 4, donc c'est comme si j'achetais ici une 5-6, on peut voir les choses comme ça. Il y a en plus un bouclier divin sur mon board, donc c'est un plus 4 que je donne à une créature plus intéressante que la moyenne, puisqu'elle a bouclier divin. Et en plus, il y a un petit point de vie bonus donné par la contrebandière. Donc, excellente carte ici à récupérer. Notre pouvoir héroïque, on voit sur quoi je le joue. Je vais choisir de le jouer sur le bouclier divin, en me disant pareil, en effet, sur le long terme, Taragosa est un meilleur serviteur, mais rien ne m'indique que je vais vouloir jouer une compo Taragosa. C'est même relativement rare, à moins de jouer Isera, de partir sur ce genre de compo. Donc à nouveau, on est vraiment sur le tempo, le tempo, le tempo. Maintenant, on avance, on est taverne... Alors, je vais essayer de prendre le tour dès le début, on est taverne 4, et là, c'est parfois le piège. Un piège dans lequel je suis moi-même tombé beaucoup de fois, c'est que là, on voit le shop, il est tout pourri. Le shop, il est dégueulasse, il y a rien que j'ai envie d'acheter là-dedans. Et on serait tenté de se dire, honnêtement, j'ai pas mal gagné mes combats, est-ce qu'on n'irait pas refaire un level up? Il me suffit juste de vendre une petite créature pour laquelle j'ai pas beaucoup d'attache, hein. Je pourrais vendre la 3-3, je pourrais vendre la contrebandière une fois que j'ai profité de ses boosts, et avoir la facilité de me dire on up taverne 5. Et on le voit d'ailleurs sur mon tracker, je regarde les serviteurs taverne 5 en mode tiens, tiens, est-ce que je tenterai pas? Et en vrai, très souvent, ça c'est le piège. C'est faire un level up comme ça, un timing plus tôt, c'est bien. Je pense qu'actuellement, la méta de up rapidement taverne 4, c'est très bien. Mais attention à la gourmandise parce que enchaîner deux level up trop tôt, ça peut très souvent vous coûter trop de points de vie et se finir en top 7-8. Donc ici, je vais revenir à la raison et je vais me dire non, il faut roll, c'est important de roll, on a des possibilités. Ça, comme j'ai dit, c'est une créature plutôt intéressante sur mon board, c'est un taverne 2, donc il y en a plus dans le pool, j'ai peut-être plus de chance. Et puis là, pareil, là, il y a la carte en taverne 4 qui fait que c'est bien d'être taverne 4, un tour plus tôt, c'est le duo. Le duo, c'est une des meilleures cartes du jeu, à condition de la toucher tôt, tour 7, tour 8 à la limite, et surtout si vous êtes bien dans la partie. Si rentrer une 4-4 sur votre plateau, si vous êtes en train de vous faire défoncer par tous vos adversaires, bah, c'est délicat. Donc il vous la faut tôt, et il vous la faut quand vous avez quand même pas mal de points de vie. Donc il vous la faut tour 7, tour 8. Et si vous voulez optimiser vos chances de l'avoir tour 7, faut level up à 24, tour 6. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Donc là, je vais opter pour... je vais faire un maximum de boost et je vais vendre la contrebandière. Les deux serviteurs au final que j'avais dit que je vendrais, alors non, la 3-3 je l'ai gardée parce que j'ai pu en faire une paire. Mais là j'ai fait un tour où je me suis pas mal renforcé, étant donné que j'ai fait beaucoup de boost sur mon bouclier divin en profitant un petit peu de la contrebandière. J'ai rentré un duo, ce qui fait que si prochain tour j'arrive pas à trouver un triple, bah c'est pas grave, mon duo va me le garantir. Et surtout, bah, j'ai un gros bouclier divin qui devrait être capable à lui seul de me gagner ce combat. Et là, on le voit, c'est exactement ce qui se passe. Bon, mon adversaire est assez faible en plus de ça. Je remporte mon combat sans trop de difficulté parce que j'ai juste un serviteur qui est trop gros. Et mon duo est là, il est en place. Et ça va être évidemment la carte clé de cette partie. Donc là, on sait que le duo va proc. Soit j'ai deux possibilités. Soit je trouve directement mon triple, et du coup le duo me permet de dupliquer le taverne 5 que je récupérerai. Soit il me sert à faire mon triple. Et attention, je dois rester alerte. Là dans la taverne, j'ai un serviteur qui peut être quand même pas mal intéressant. Au début, je le vois pas. J'étais prêt à roll ici, et en réalité, il y a un serviteur qui est très intéressant dans la taverne, c'est la 1-7. Parce que la 1-7, il gagne de l'attaque pour ce qu'un autre dragon gagne. En l'occurrence, j'ai déjà un dragon sur le board que j'ai envie de booster, que je vais booster de 8 d'attaque ce tour avec les rives du récif. Et donc, c'est un très bon achat. Et en plus de ça, bon, petite cerise sur le gâteau, on trouve le deuxième très très vite à côté. Ce qui fait que là, et c'est souvent un truc que je conseille, c'est que
Garder des paires, c'est bien, hein, le tour d'avant, setup mes 2 paires avec les émissaires et les rives du récif, c'était bien, mais il faut pas les garder toute la game. Si à un moment vous voyez que vous les touchez pas de manière entre guillemets «naturelle», 3-4 rolls, vous touchez pas votre triple sur un serviteur qui est faible, ne le gardez pas toute la partie en mode je veux absolument mon triple. Il faut savoir s'en débarrasser, il faut savoir se dire bah non, si je m'obstine trop, ça va juste mal se finir cette histoire, je vais mourir avant de voir la couleur de mon triple. On change, on récupère soit des cartes un peu plus sympas, on garde qu'une seule paire, ou alors une paire sur un meilleur serviteur, mais on s'obstine pas trop longtemps sur la même paire. Et hop, et ici du coup je me dis bah tant qu'à faire, autant aller faire notre trip directement sur ce serviteur qui est fort en tempo. C'est là tout l'intérêt. Et là, on va voir la force du duo, c'est que là, mon triple, je vais l'avoir sans avoir à payer. Mon investissement, je l'ai fait au tour d'avant. Au tour d'avant, j'ai investi dans ce duo, mais là, j'ai plus besoin de le payer, du coup, il va venir tout seul. Et donc, je vais pouvoir aller chercher un taverne 6 relativement facilement, grâce à cet investissement. Donc là, on voit, bon, je suis pas très favorable, mais je suis pas non plus censé me prendre une énorme patate sur ce combat. Et puis, comme on le voit, ça se passe relativement bien. Ce trade-là, notamment, est cool. Et on va même aller scam quelques points de vie. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le signe ultime. Si ici, j'avais pris un -15, votre game, elle évolue en fonction de vos combats aussi, hein. C'est pas des phases d'achat et des phases de combat que vous dissociez. Votre phase d'achat dépend de votre phase de combat que vous venez d'avoir, et j'aurais même envie de dire de celle d'après. Donc là, si sur ma phase de combat, je m'étais fait défoncer, j'avais pris un -15, bah, pas de chance, mais je dois faire avec. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut pas level up. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut se contenter d'aller chercher un taverne 5 et continuer de se renforcer parce que je viens de perdre 15 points de vie. Là, j'ai la chance de me dire, bah non, j'ai pas perdu des points de vie, j'ai eu mon 20%, utilisons-le. Faisons ce level up que je n'aurais probablement pas fait sinon. Mais utilisons à notre avantage le fait d'avoir réussi à escroquer un adversaire. Et donc là, on voit, alors la facilité, c'est quand même de se dire, bon, mine de rien, on a, comment? On a des dragons, ça aurait été de se dire, je veux toucher Kalégos. Et évidemment que la vie aurait été belle si j'avais touché Kalégos, je pouvais garder mes plus gros serviteurs sur le board et être content. Il y avait même Nadina qui était pas décevante là. Mais le truc, c'est que j'ai 34 points de vie. Opter pour Nadina ici, c'est accepter, c'est me dire, bon bah ok, je vais prendre Nadina, mais dans pas longtemps, ce sera fini pour moi, quoi. Là, je vais avoir une autre idée en tête, ça va vraiment être de me dire, bah non, j'ai envie en réalité d'aller jouer le top 1, donc je vais aller prendre le Tétis, parce que j'ai quand même toujours mon duo sur le board, que si je m'en sors pas trop mal grâce à mes 2 dragons qui sont assez gros, j'ai peut-être la possibilité, d'aller doubler encore une fois ce Tétis et d'avoir une vraie win condition. Là, je vais également faire un play. Je sais que mon Tétis proc dans 2 rolls, donc je vais vendre ça, enfin dans 2 gold. Je vends ça, je fais mes 2 rolls, et on récupère. Et, ça se met bien. C'est la petite cerise sur le gâteau, il est vrai. Je freeze les 3 golds gratuits, parce que c'est un bon roll à jouer avec Tétis. Et à nouveau, on continue. Je sais que je vais transi pirate. On pourrait se dire, bah, dans ce cas-là, mon pouvoir héroïque, pourquoi pas le jouer sur le pirate? Mais parce que en attendant, il faut que je vais transi pirate. Si j'arrive à faire ma transi, je serai probablement suffisamment fort quoi qu'il arrive, sans avoir besoin du pouvoir. Là, le pouvoir sur le bouclier divin, qui en plus me donne un boost sur le dragon, ça me gagne des points de vie. Et gagner des points de vie, ça fait que je vais avoir plus de temps pour faire ma transi. Beaucoup plus important que d'aller mettre déjà l'attaque sur Tétis en me disant, bah oui, mais c'est du gâchis, le dragon, je vais le remplacer dans 2 tours. Pourquoi j'irai le booster? Bah, je vais le booster parce qu'il va m'économiser des points de vie. Ça va être ça l'intérêt principal de ce boost sur le dragon. Et donc là, on voit, je suis à nouveau très fort parce que pourquoi? Parce que mes deux dragons me mettent très très bien. Et donc ça me permet de construire à côté un peu le reste du board. Donc là, on voit un peu comme bah, ce que j'avais prévu, on fait de l'achat-revente. J'ai dégagé de mon board. Attendez, on va revoir rapidement. Je me rappelle plus exactement ce qui a été dégagé du board. Attendez, il y avait quoi sur mon board au début du tour? On va regarder là, parce que j'ai plus en souvenir. J'avais un serviteur dont je pouvais me débarrasser. C'était peut-être juste les 3. Non, j'avais revendu les 3 gold. Ah bah oui, c'est Taragosa. Taragosa, tout simplement, qui ici bah, n'avait plus aucune valeur.
et hop, je l'enlève. Toujours important d'avoir au moins un slot pour, bah voilà, continuer à faire des achats-reventes sur ce genre de tour. C'est parfait, on va avoir de quoi faire bien proc Tétis. On a, et là c'est encore le tour où bah, mes dragons je les garde. Je vais même prendre parce que ça reste une synergie pour ma Peggy de faire 2 cartes dans la main, et même pour mon Tétis, parce qu'au final ça ne me coûte qu'un gold, c'est très bien. Et je vais garder ça. Ce tour, je vais toujours avoir en tête de... je dois garder mes dragons encore ce tour. Sauf que là, je trouve le taverne 5. Et là, le fait de trouver le taverne 5, bon, Miss Order ici, je le vois, je l'avais oublié ce petit Miss Order, mais je le vois là. Et je pense même que j'aurais dû garder le bouclier divin. Je pense même que là, c'était le bouclier divin que je devais garder. Mais je peux commencer petit à petit à enlever les créatures. Mais c'est intéressant que je revoie cette partie parce que, bon, bah, le Miss Order évident, j'aurais dû poser la pirate avant, revendre après. Mais en plus de ça, je pense que c'est le bouclier divin que j'aurais dû garder. Plus intéressant que de garder l'autre. Mais j'aurais perdu beaucoup de boost à pas déjà rentrer la pirate ce tour, donc enlever un des deux dragons, c'était pas choquant. C'était bien, c'était une bonne idée. Le pirate 2-4, je pense que je vais vouloir le mettre de côté aussi. Ce pirate 2-4, je le trouve très intéressant, ouais. Je vais me le mettre de côté. Ah, puis là, je vais faire les deux boosts, hein. Ça peut m'économiser tellement de points de vie de les faire ces deux boosts que pourquoi ne pas les faire? Pourquoi ne pas les faire? Pourquoi ne pas les faire? Faut pas être avare en gold, faut pas se dire ah ouais, mais si je reste comme ça, j'obtiens bien mes gold. Ah non, faut y aller, faut jouer là. Ça fait quand même pas mal de boost de le faire ici. Hop, on vend ça. Et encore un Miss Order, et encore un Miss Order. Bah on est plus à ça près. Parce que là, clairement, je pouvais poser les staffettes avant, hein. J'aurais dû ici poser les staffettes avant, histoire de déjà profiter de 3 gold d'avancée dessus. Ça m'étonnerait pas que je le dise en live. J'ai plus le souvenir exact, mais ça m'étonnerait pas que j'en parle. Et là, notre transition, elle va être complète parce qu'à la fin de ce tour, non seulement on va pouvoir se débarrasser du dragon, qui au final, ce dragon n'a jamais été notre carry, ça a été un serviteur de transition en milieu de partie qui nous a permis de ne pas perdre de points de vie et d'aller trouver la vraie win condition dans cette partie. Et le duo qui nous a permis de faire un triple, et comme il nous a mis bien en tempo, vu que c'était un beau triple en tempo, le dragon, j'ai pu le garder 2 tours de plus, et il va me permettre d'aller doubler du coup un taverne 6 et d'avoir une vraie win condition. Et donc là, on voit, maintenant, je vais pouvoir les jeter. Le duo, ce serait trop greedy de le garder plus longtemps que ça. J'ai mes 2 Tétis, c'est bon, on est setup. Le dragon, il a plus vraiment d'intérêt sur le long terme, il va commencer à s'épuiser. Hop, c'est bon, ils sont libérés. Ils m'ont tous les deux servi à arriver dans cette belle position. On peut désormais s'en débarrasser. Je gagne mon fight, je monte pas vraiment les fights parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir s'ils sont gagnés ou perdus. Euh, mais comment dire? Là, on veut surtout voir les tours, en fait. Quelles sont les décisions qui ont amené à être dans la bonne position. Et donc ici, bah voilà, de l'achat-revente. On a les 2 Tétis, c'est pas compliqué, hein. Toute carte qui vous permet de faire un peu des golds, alors pourquoi pas mettre ça de côté, parce qu'à la fin, je vais vouloir me setup avec. Murozon, c'est très bien. C'est 2 cartes pour un achat. C'est exactement le genre d'achat que je veux pour quand je joue avec Tétis. Parce que l'objectif de Tétis, si tout ce que vous faites avec Tétis, c'est roll, 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 bah oui, vous ferez que 10 gold par tour. Par contre, si vous faites de l'achat-revente de cartes, bah déjà, vous ferez un peu plus que vous ferez plus 15 gold par tour. Et encore mieux, si vous faites de l'achat-revente de cartes qui vous créent des tokens, donc une carte qui en génère une autre, bah vous allez faire jusqu'à 20 gold par tour. Et donc avec 2 Tétis, vous allez très très bien en profiter. Et donc, bah, tout l'objectif ici, sachant qu'en général, avec Tétis, il faut avoir bah, une Peggy, c'est bien, parce que bon, tous ces achats-reventes, il faut qu'ils servent à quelque chose à un moment. Donc, il faut un peu ce qu'il y a à côté, et qui n'est pas toujours si dur à trouver que ça, et qui d'ailleurs était déjà dans la taverne au moment où on m'a proposé Tétis, et ça m'a notamment motivé à me dire, bah, pourquoi pas aller jouer Tétis. C'est la Peggy, c'est l'estafette, hein, pas sous-estimer la quantité d'attaques que je vais gagner là grâce à cette estafette, c'est pas mal du tout. Bran, bonne carte à garder dans la main. On va garder ça. On a à nouveau 3 golds qui apparaissent dans la main. Bah, écoutez, on prend, hein. C'est le jeu donne, hein, moi je prends, hein. Et on continue à faire nos rolls ici. Je regarde où en sont mes Tétis. Je vois que j'ai encore un proc ici. Et que ça fait un petit triple. Et de toute façon, une fois que tu as tes 2 Tétis, bon bah oui, ça se passe bien. Ce que vous devez réfléchir, c'est quel va être votre board final. Vous allez faire des boosts, oui. À un moment, il va falloir faire des sacrifices sur votre board. Très souvent, ce qui va être sacrifié, c'est celui qui vous donne des golds en plus. Ou alors, à la limite, Peggy en se disant que vous aurez assez avec l'attaque donnée par l'autre pirate.
en fonction aussi duquel vous arrivez à rendre doré. Mais il y a des moments où il faudra notamment faire des sacrifices pour peut-être pouvoir réussir à mettre en place un Bran sur le board. Et alors, là de mémoire, je joue contre un adversaire qui est pas dégueu du tout, qui joue avec Dvorak. Je monte juste ce combat parce que c'est vrai qu'on voit pas très souvent ce serviteur. Mais le Dvorak ici, qui, ouais, mon avis est mal calculé par le tracker. Je pense pas que là je me sois pris un 20%. J'ai l'impression qu'il était quand même. Ou alors je me rends pas compte et il m'a mis vraiment un gigantesque scam. Mais peut-être qu'il y avait un hit auquel j'ai pas fait attention. Mais ouais, le Dvorak qui a donné plein de tempo. Heureusement, j'avais les points de vie pour tanker. On peut continuer vers la suite. Et bah, les mêmes tours de toute façon. À partir d'ici, ce qui était surtout intéressant, c'était l'avant dans la partie. Euh, le fait que bah, j'ai pas trouvé immédiatement mon triple, mais c'est pas grave, je me suis montré patient. J'ai notamment rentré un duo. J'ai pas fait le triple sur un serviteur incroyable, mais, euh, mais en me donnant le temps de level up et en me donnant le temps d'aller garder mon duo sur le board, j'ai pu transformer ça en une win condition un peu plus sympa. Et puis après, ben, la suite, préparer le late game en fait. Là, on est dans une phase, on n'est plus que 4. Ok, je rentre mon Bran pour faire des boosts, mais il faut quand même que j'anticipe le fait que je vais avoir besoin à la fin d'avoir 5 gros serviteurs, une héroïne et un Titus. Si je veux gagner cette partie, juste avoir 5 gros serviteurs qui peuvent mourir sur une toxie, qui peuvent prendre cher sur un cleave, faut faire attention que c'est pas toujours suffisant. Il faut des mantides, il faut des Leroy, il faut des boucliers divins, il faut ce genre de choses pour top 1 dans une partie en général. Et donc c'est pour ça que petit à petit, je commence déjà à mettre ces cartes de côté. Vu que de toute façon je dois dépenser de l'or, autant le dépenser sur des cartes qui me seront utiles plus tard. Donc là on avance, la partie se déroule plutôt tranquillement. On élimine un adversaire. On continue les tours d'achat-revente, hein. Ces tours-là, je pourrais vous les montrer, mais voilà, c'est juste des tours où, comme je dis, j'achète les cartes qui m'intéressent, les cris de guerre notamment, parce que bah, j'ai un Bran sur le board, les cartes qui donnent des tokens, encore plus quand j'ai Bran, parce que du coup, bah, ça me refile 2 fois le token, donc en fait, c'est gratuit. Et, euh, et en dernier lieu, donc là, on peut voir le pirate qui me donne des gold en fin de tour. Je l'ai enlevé de mon board parce que bah, la partie, elle va plus être si longue que ça. Dans tous les cas, j'ai déjà pas mal d'actions à faire sur mes tours. C'est plus la carte clé de mon board. Et, euh, et mes achats, bah, des héroïnes, Titus, ce genre de choses. Et on avance, on fait les tours. J'ai pas mal de temps sur mes tours. Je me demande si c'est parce que notamment cet adversaire-là, euh, hop, et je choisis, bah mine de rien, j'ai que 10 points de vie, donc on va pas jouer au con non plus. On va ici, certes c'est un peu dommage d'être boardlock, mais bon, c'est aussi important de pas trop jouer au stupide et de imaginer je perds mon fight alors que j'ai un beau board et tout, ce serait dommage. Là on a le 100%, bah, parce que en plus d'avoir des grosses stats, j'ai mes shields de partout et on est bien. Alors, je vais répondre à la question. Là, en l'occurrence, je vais avoir énormément de réussite histoire de bien clôturer cette belle partie. Si j'avais pas eu mon triple Tétis qui va apparaître dans 2 secondes là, je me serais probablement débarrassé de Peggy sur mon board. J'aurais probablement choisi d'enlever Peggy de mon plateau et de garder, vu que de toute façon j'ai des boucliers divins, ce qui était important c'est d'avoir beaucoup d'attaques. Donc probablement qu'ici j'aurais juste enlevé Peggy de mon plateau, parce que bah, que 10 points de vie mine de rien c'est un peu léger, et j'aurais continué à faire mes achats-reventes sans Peggy. On gagnait quand même de l'attaque avec les staffettes, on gagnait quand même des stats sur le Pirate Taverne 5. Donc voilà, on avait quand même de quoi continuer de s'améliorer, et tant pis, on a enlevé Peggy, mais il est évidemment hors de question de me débarrasser de mon Titus ou de mon héroïne, que j'ai mis tant de temps à rassembler, parce que si j'arrive pas à les retrouver, je me sentirais un peu con. Et notamment, de toute façon, à la fin, cette Peggy, je peux très bien la remplacer par un dynamiteur, hein, donc c'est pas nécessaire. Donc là, j'ai triplé Tétis, mais je vous donne quand même l'alternative si jamais j'avais pas triplé Tétis. Il y a toujours des possibilités. Même quand on a l'impression que ça fait pas plaisir, il y a toujours possibilité de se débarrasser de quelque chose. Et là, bah, on va voir hein, le tour qui avance, de l'achat-revente, sans Bran cette fois, mais ouah, ça reste pas mal hein, quand on a quasiment gold infini sur le tour. Et de mémoire, j'ai pris le dynamiteur, et ouais, du coup, on va rentrer le dynamiteur sur le plateau. Bah,
c'est encore plus efficace, hein. Si jamais il y a des Leroy, si jamais il y a des petites mantides, des boucliers en face ou autre, quoi de mieux que d'avoir un dynamiteur qui va aller exploser tous les boucliers divins en face, tuer votre héroïne, du coup vous donnez toute une ribambelle de boucliers divins à vous. C'est un peu la compo ultime, on va dire. Même contre des compos grenouilles, par exemple, ça fonctionne plutôt bien, ce genre de choses. Un dynamiteur, quatre grosses créatures, un Titus, et pour terminer, une héroïne qui va aller donner les shields à un peu tout. Là, il n'y avait même pas besoin, on va le voir, du dynamiteur. Il n'était pas nécessaire, j'aurais gagné ce combat sans lui. Mais c'est une sécurité, on va dire. C'est la petite sécurité qui vous dit, bah, on garantit que même avec plein de Leroy, des Toxi, des trucs comme ça, on va pas avoir de mauvaises surprises. Et donc voilà, comment sur une partie où bah, à la base on n'a pas fait le triple rapidement, on a un pouvoir héroïque qui est bien, mais que pendant les premiers tours, hein. Le pouvoir de Igne, j'ai continué à le placer, mais à partir de ce moment-là, donner un plus 4 d'attaque, là c'était plus 6 parce que j'ai pu monter jusqu'à taverne 6, mais donner des plus 4 ou 5 d'attaque quand vous commencez à avancer dans les tours, c'est plus extrêmement intéressant. Donc c'est pour ça que c'est très important de capitaliser dessus au début de partie, capitaliser dessus quand il est fort, ce pouvoir héroïque. Il y a d'autres pouvoirs héroïques comme celui-là qu'on a tendance à sous-estimer un peu. Celui-ci est meilleur que par exemple un Kael'thas, mais un Kael'thas, ça va être la même idée, c'est pas un très bon héros. Donc la manière de l'utiliser, quand je dis c'est pas un très bon héros, c'est sur le long terme. Vous pouvez pas faire un plan de jeu autour de Kael'thas comme vous pouvez le faire avec un Galliwix par exemple. Sur le long terme, il va être médiocre. Mais donc la manière de l'utiliser, c'est profiter de votre début de partie pour pouvoir faire un level up sur un timing un peu plus tôt, être quand même bien en tempo, et du coup, bah, avoir des timings où vous pouvez grid, mais pas grid n'importe comment. Grid avec sagesse. Pas se dire comme j'aurais pu le faire là, ah je re-level up parce que j'ai gagné mon combat. Non, c'est un peu choisir la facilité. Il y a quand même d'autres choses à faire, des cartes à aller chercher en taverne 4 et une manière plus raisonnable d'utiliser le fait qu'en début de partie, ça s'est pas trop mal passé pour moi. J'espère en tout cas que le schéma, bon déjà l'utilisation de Igne, comment, c'est pas le héros le plus compliqué à utiliser, mais dans quel setup il est le plus opti, je dirais que c'est plutôt ça que cette vidéo met en avant. Et puis surtout, comment optimiser un peu une partie qui se passe bien, toutes les étapes d'une partie qui se passe bien. Mettre en place des paires. Si vous n'arrivez pas à toucher vos paires sur des tavernes 2, bah, commencez à vous en débarrasser. Allez chercher des tavernes 4, le duo qui est très clé dans la méta. Allez faire votre triple, essayez de le dupliquer, trouver votre plan de jeu, réfléchir déjà au late game, tout ce genre de petits détails qui va vous permettre de faire la différence dans vos parties. Parce que je vois, il y a plein de fois des personnes pour qui une partie se passe bien et qui savent pas forcément saisir le moment où, bah oui, là il faut y aller, il faut aller faire un level up, il faut commencer à mettre de côté un Leroy, des héroïnes, et qui ratent les petits détails qui transforment une partie sympa où ils vont probablement pouvoir faire un top 4 assez facilement à vraiment aller déclencher le top 1. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine YouTube.